Salam et bienvenue sur cette nouvelle playlist dans laquelle je voudrais vous introduire au système d'exploitation Linux. Donc le nom du système d'exploitation en entier c'est GNU Linux. Et tout simplement ça veut dire que Linux c'est pas Unix. GNU ça veut dire, pour le G ça veut dire GNU, c'est un nom récursif. N ça veut dire not et U ça veut dire Unix. Donc dès le début on vous dit que Linux c'est un système d'exploitation qui appartient au projet GNU, et GNU, ça veut dire que GNU is not Unix. Donc, à la déclaration du projet, on savait que par la suite, il y aura une confusion entre Linux et Unix. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre Unix et Linux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Unix, c'est pas un système d'exploitation open source, alors que Linux, il l'est. Et Linux, il a été créé de manière à ce qu'il ressemble, en ce qui concerne les commandes de base, à ce qu'il ressemble à Unix. Unix, à l'époque, c'était le meilleur système d'exploitation qu'on pouvait utiliser chez le serveur, chez un serveur d'entreprise. Du coup, à la création d'un système d'exploitation open source, on a opté pour le choix de d'avoir un système d'exploitation qui ressemble à Unix. Et Linux, c'est le fruit d'une histoire intéressante. L'histoire, elle concerne un gentleman qui s'appelle Stallman et un autre qui s'appelle Torvalds. Donc, ce premier gentleman Stallman, c'était un informaticien très très célèbre. Je vous conseille de googler son nom et de taper le nom sur YouTube. Donc, c'est une personne très très intéressante et qui a une vision de l'informatique très intéressante et je vous invite à essayer de le suivre. Pareillement pour Torvalds, il a beaucoup de vidéos sur YouTube et d'articles en ce qui concerne les systèmes d'exploitation. Donc je vous invite à essayer de suivre ces deux personnes-là parce qu'ils ont une vision et un angle de vue de l'informatique très très intéressant. L'histoire de Linux, c'est que tout d'abord, Stallman, c'est le créateur du mouvement open source. Et tout simplement, son histoire a commencé un jour lorsqu'il voulait modifier le pilote d'une imprimante à lui. Il avait contacté l'entreprise fabricante de l'imprimante pour avoir le code source du pilote. Tout simplement, d'après l'histoire, il avait comme objectif d'améliorer le pilote pour l'utiliser d'une manière personnelle, de personnaliser ce pilote pour son propre usage de l'imprimante. Et il a été surpris qu'on lui disait, qu'on lui refusait sa demande. Du coup, il a pensé au mouvement open source pour les logiciels et il avait commencé à inciter les informaticiens à distribuer leurs logiciels d'une manière open source. Alors, cette personne-là, elle avait contacté Torvalds, qui était un étudiant et qui avait comme projet de fin d'études la création de tout un système d'exploitation. Et son idée à lui, c'était de créer un système d'exploitation qui ressemblait au meilleur système d'exploitation dédié aux entreprises à l'époque, qui était Unix. Et il avait appelé ça, si je me rappelle bien, il avait appelé ça Minix. Et Richard Stallman, par la suite, lorsqu'il a entendu parler de ça, il a essayé de contacter Torvalds pour le convaincre de mettre Minix comme un système d'exploitation open source. Donc, d'après l'histoire, ça a pris une année pour que Stallman convainc, convainc Torvalds pour faire ça. Et ils ont pris l'idée de prendre le prénom de Monsieur Torvalds et la fin peut-être de Minix pour dire que pour appeler le système d'exploitation Linux. Linux, tout de même, c'est un cœur de système d'exploitation. Et quel est le rôle du cœur du système d'exploitation? En général, c'est le responsable de tout ce qui est gestion de matériel. Donc, la gestion de la RAM, la gestion des fichiers sur le disque dur, la gestion des processus au niveau du processeur et leur ordonnancement, et ainsi de suite. Mais pour avoir un système d'exploitation capable de faire tourner une machine, il faut choisir une distribution. Au niveau de Linux, il y a deux distributions très très célèbres. Nous avons la distribution Debian
et la distribution Red Hat. Et puis, il y a beaucoup de systèmes d'exploitation qui se basent là-dessus, tels que Ubuntu, Debian, Gentoo, Mandriva, Slackware, et ainsi de suite. Donc, normalement, la distribution, elle nous permet d'avoir tout d'abord, bien sûr, le kernel, et puis toute une couche d'applications qui sont utilisables dès l'installation du système d'exploitation des applications qui sont nécessaires à l'usage de l'ordinateur, et ce sont des applications bien sûr toutes open source et libres. Alors, la norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers, donc il faut savoir que au niveau du système d'exploitation Linux, il y a un répertoire qui s'appelle la racine qui contient tout le système de fichiers de l'ordinateur. Donc, ce répertoire qui s'appelle la racine, c'est un petit peu comme le C du Windows, la partition C du Windows, il contient plusieurs sous-répertoires. Ce qui est intéressant avec les distributions Linux, c'est que peu importe la distribution que vous installez sur votre ordinateur, vous aurez toujours la racine avec les mêmes sous-répertoires. Et ces sous-répertoires, ils ont chacun un rôle. Par exemple, pour le slash bin, il contient les commandes de base pour tous les utilisateurs. Slash boot, il contient le chargeur d'amorçage et le code source du kernel. Slash dev, il contient les fichiers qui nous permettent de manipuler les périphériques. Dev, ça veut dire devices. Bin binary. Boot, c'est pour l'amorçage. Slash etc., etc., ça contient les fichiers de configuration. Donc, quand on avance dans l'administration sous Linux, que ce soit système ou bien réseau, tous les fichiers de configuration se trouvent sur slash etc. Slash home, c'est un répertoire qui contient tous les répertoires personnels des utilisateurs de notre ordinateur. Lib library pour les logiciels. MNT, ça veut dire mount, c'est un point de montage pour des fichiers système temporaires tels que clé USB, tels que CD et ainsi de suite. Slash opt, opt ça veut dire optionnel. Donc normalement quand on installe le système d'exploitation à base de Linux, on n'a plus besoin de logiciel à installer. Genre le système d'exploitation Linux, il est prêt à être utilisable et exploiter son ordinateur. Mais si vous essayez d'installer un logiciel de plus, il sera mis sur slash opt. Slash proc, c'est un répertoire virtuel, ça veut dire que ce répertoire n'existe pas sur le disque dur. C'est au démarrage de la machine que ce répertoire sera créé et il nous permet d'avoir un accès direct au kernel, c'est-à-dire il nous permet de modifier les paramètres du kernel. Le kernel, c'est le cœur du système d'exploitation, c'est Linux. Slash root, c'est le seul répertoire personnel qui ne se trouve pas sur slash home. Et bien sûr, il appartient à l'utilisateur root. Root, c'est l'utilisateur, le vrai administrateur du système. C'est vrai que durant l'installation de votre système d'exploitation linuxien, on vous demande de créer votre utilisateur principal, mais tout de même cet utilisateur, même s'il est principal, c'est pas un vrai administrateur. Sur Linux, si vous voulez lancer une commande système, si vous voulez faire une modification système, il faut toujours faire ça en passant par l'utilisateur root. Slash sbin, c'est pour les binaires système, c'est pour des exécutables qui sont surtout, ou bien des commandes qui sont surtout lancées par les administrateurs. Et puis slash tmp, c'est pour les fichiers temporaires. Slash usr, beaucoup de gens pensent que ça veut dire user, alors que ça veut dire Unix System Resources, ou bien User System Resources. Alors que USR, ça se lit pas user, ça se lit USR. Chaque lettre a un sens. USR, c'est un répertoire qui ressemble à la racine et qui contient des sous-répertoires qui ressemblent au sous-répertoire de la racine, mais qui ne sont pas nécessaires au démarrage du système d'exploitation. Du coup, nous les avons sur slash USR. Au cas où vous voulez avoir un démarrage rapide du système d'exploitation, vous pouvez mettre slash USR sur une partition à part celle où se trouve la racine. Slash var, c'est un répertoire qui contient des fichiers variables tels que les fichiers de journalisation, les emails et ainsi de suite. Donc pour voir à quoi ça ressemble l'administration à distance du serveur, donc faut savoir tout d'abord qu'il y a deux façons de faire les choses. Soit la façon graphique, soit la façon en ligne de commande. Pour la graphique, ça veut dire que
on va utiliser un logiciel graphique qui va nous permettre de prendre le contrôle du système d'exploitation à distance et ça sera d'une manière graphique. Ça veut dire que sur le deuxième ordinateur qui va manipuler et contrôler le serveur, il y aura une fenêtre qui va contenir le bureau du serveur. Et ce qu'on fait sur cette fenêtre va être appliqué sur le champ, sur le serveur. Les logiciels qui nous permettent de faire ça, il y a par exemple, côté professionnel, il y a RDP, Remote Desktop Protocol. Sinon, il y a un outil que j'avais découvert durant mes études qui s'appelle TeamViewer. Il est aussi intéressant. Vous pouvez l'installer sur deux machines et manipuler l'une à partir de l'autre. Seulement faites attention quand on parle d'entreprise, on utilise des logiciels professionnels, des logiciels qui sont sûrs et bien sécurisés. Sinon, cette utilisation graphique, ça va nuire un petit peu aux ressources réseau de l'entreprise et en général l'administrateur système, il est là pour que le système informatique en entier soit disponible aux autres employés sans problème. Du coup, s'il veut faire une manipulation ou bien un paramétrage durant les heures de travail, il n'y a pas mieux que de passer par le terminal. Et déjà avant de passer au terminal, je voudrais juste vous dire que en général, un système d'exploitation dédié au serveur, ça ne possède pas d'interface graphique. On ne peut pas voir tout ça. Du coup, se connecter à distance sur ce genre de serveur, on sera obligé d'utiliser l'invite de commande. Donc déjà, quand je parle de RDP et TeamViewer, ça suppose que votre système d'exploitation, il a l'interface graphique, c'est-à-dire le serveur X, on appelle le logiciel qui est responsable de l'interface graphique du système d'exploitation, on l'appelle le serveur X. Donc ça suppose que le serveur X est déjà installé sur votre système d'exploitation. Donc du coup, s'il ne l'est pas, s'il n'est pas installé sur votre système d'exploitation, il va absolument falloir passer par l'invite de commande. Sinon, tout de même, l'invite de commande nous permettra de réduire la charge sur le système informatique et sur le réseau informatique. Donc, pour voir comment on peut faire ça, il y a des outils qui nous permettent de nous connecter à distance sur le serveur, tels que Telnet ou bien SSH. Donc, pour le Telnet, on ne fait que écrire Telnet et puis l'adresse IP du serveur. Genre, je vais essayer de voir mon adresse IP ici. Donc, c'est le 192, 168, 40, 132. D'accord? Donc, ça sera quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que Telnet, c'est un outil qui nous permet d'ouvrir des sessions à distance de manière non sécurisée. Tout simplement, ça veut dire que les communications en Telnet ne sont pas chiffrées. Du coup, on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quel réseau informatique. Ce qui est recommandé si vous êtes dans un environnement non de confiance, c'est d'utiliser SSH. Par exemple, si vous avez un compte, donc sur cette Ubuntu, cette machine virtuelle, j'ai un compte qui s'appelle Alilo. Donc on fait comme ça, donc SSH Alilo arrobas et puis l'adresse IP du serveur, entrée. Et par la suite, ça nous demande le mot de passe de l'utilisateur Alilo sur la machine .132. Donc je tape ce mot de passe, ça me donne cet invite de commande. Donc tout ce que je tape ici, ça va bien sûr impacter le serveur. Genre, par exemple ici, sur le serveur, si je tape ls, je vais voir le même contenu. Donc si je crée, par exemple, un fichier vide et que je vérifie ici, il y aura un fichier qui s'appelle file. Donc regardez ici, il n'y avait pas de file au début. Maintenant, nous en avons un. Bien sûr, si je supprime ce fichier-là, alors c'est vrai que j'ai pas encore introduit les commandes de base, mais je ferai ça sur la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc j'ai supprimé le fichier file à partir de l'invite de commande de ma deuxième machine. Si je vérifie sur la machine virtuelle, donc il n'y aura plus de fichier qui s'appelait file. Donc regardez là, j'avais créé le fichier file et puis là, je ne l'ai plus. Donc ça, c'est juste la connexion à distance ou bien l'ouverture de session à distance. Je peux être sur une deuxième machine qui est connectée sur le même réseau que le serveur et je peux bien sûr l'administrer à distance. Ouvrir mes sessions à distance et faire le travail comme si j'étais devant le serveur.